Bien, enfin, tout d'abord, dans l'attente du règlement ces petits problèmes techniques, moi, je vous remercie, Madame Jacquet, et toutes les associations organisatrices d'avoir bien voulu nous convier l'association des directeurs de MDPH à votre journée nationale. Je tiens à vous remercier de l'association des directeurs de MDPH. Voilà. Et donc, je vais donc si vous voulez bien, oui, vous m'entendez bien? Oui, 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 on vous entend très, très bien, oui. D'accord. Donc, si vous voulez bien, après les propos qui viennent d'être abordés, là, moi, je me centrerai donc sur le formulaire de demande de droit, sur les prestations. Ensuite, je ferai un point sur les prestations qui sont adaptées à l'enfant, les compensations et aménagements pour la scolarité de l'enfant. Ça sera sûrement très complémentaire avec ce que vient de développer donc Madame Falim-Zelek. Les compensations, donc, et ensuite, je vous dirai un mot sur les compensations liées à l'insertion professionnelle. Et si j'ai un peu de temps, je vous dirai simplement pour les recours. Voilà, donc le formulaire de demande de droit à la MDPH, il constitue une étape essentielle pour accéder aux droits. Alors, tous les professionnels des MDPH sont conscients que cette étape n'est évidente pour personne. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite vous apporter, c'est des précisions pour que vous complétez bien votre dossier et pour que les bons droits vous soient attribués. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Alors, ce formulaire, il a été déployé donc sur l'ensemble du territoire national en 2019. Il a été conçu avec des associations représentatives des personnes en situation de handicap afin de permettre une expression plus guidée. Alors, il est plus long, certes, oui, il fait 20 pages, mais il est plus simple et plus intuitif. Et ensuite, vous n'avez pas à connaître les prestations pour faire une demande. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande générique, c'est-à-dire exprimer vos besoins et ensuite, la MDPH évaluera en fonction de ce que vous nous avez dit. Mais on va aller pas à pas dans ce nouveau formulaire. Alors, il comprend 6 rubriques. Alors, je précise effectivement que même s'il fait 20 pages, on n'a pas tout à compléter l'ensemble des rubriques. Hein, on ne complète que celles qui concernent votre situation. Ensuite, à partir de ce formulaire, la MDPH procède à ce qu'on appelle une évaluation globale, c'est-à-dire qu'elle attribue l'ensemble des droits qui, à partir de votre situation. Je vous donne un exemple. En supposant que vous demandiez une orientation scolaire, dans le dossier, on s'aperçoit qu'il est quand même très opportun d'attribuer une AEH. Vous n'aurez pas à reformuler d'autres demandes. On attribuera donc directement l'AEH. Alors, si vous voulez bien revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît. Voilà. Donc, de manière très concrète, la première partie, c'est la partie votre identité. Elle est obligatoire à compléter pour toutes les personnes qui font une demande, quel que soit l'âge. Elle comprend l'identité de la personne, l'autorité parentale, la structure, le cas échéant, qui vous êtes dans les démarches, les mesures de protection, si votre situation demande un traitement urgent. Cette partie, elle doit être datée et signée par le demandeur. Alors, les pièces à joindre obligatoirement sont le certificat médical dûment complété par le médecin. Cette pièce est très importante pour l'évaluation des droits de votre enfant et elle doit être complétée par le médecin. Depuis très récemment, la durée de validité du certificat médical est de 1 an. Vous devez joindre également une photocopie d'un justificatif d'identité, un justificatif de domicile et, le cas échéant, une attestation de jugement en cas de protection juridique. Alors, si vous voulez bien revenir à la diapo précédente, je souhaite effectivement aller pas à pas dans le… Voilà. Alors, sur la partie B, vie quotidienne et l'essentiel.
Ce que vous a dit tout à l'heure Madame Fally Muzelek, c'est qu'effectivement, vous êtes expert de la situation de votre enfant. Et donc, cette rubrique, elle est essentielle parce qu'elle permet de recueillir des informations sur ce que vit votre enfant dans sa vie quotidienne. Et elle vous permet d'exprimer les besoins, les attentes, mais également vos besoins et vos attentes, vous aussi. Concernant une demande pour un enfant, il importe de compléter les rubriques vie quotidienne, notamment la présence auprès de votre enfant. Si vous avez été contraint de réduire votre activité professionnelle, vos besoins d'aménagement, du logement, du véhicule. Et dans cette rubrique B, vous avez un espace libre, les attentes pour compenser la situation de handicap, dans lequel vous pouvez indiquer avec vos mots les renseignements qui concernent la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est important aussi pour évaluer les besoins de votre enfant. Vous pouvez nous indiquer comment se déroule la journée de votre enfant, ses apprentissages, comment il est accompagné dans ses difficultés, ou les difficultés que vous rencontrez avec lui, les loisirs qu'il fait, les loisirs qui sont envisagés. C'est vraiment une rubrique qui est effectivement importante. Alors, j'ai vu une rubrique, j'ai vu tout à l'heure, je vais y venir, j'ai vu une question là sur le GEVASCO, je vais y venir sur la partie C, qui est la vie scolaire ou étudiante. Donc, elle est à compléter si vous avez des demandes concernant la scolarité. Elle permet donc de préciser la situation scolaire et les besoins dans la vie scolaire ou étudiante. Si votre enfant est scolarisé, vous devez joindre impérativement le GEVASCO. Donc, c'est un document qui est établi avec l'établissement scolaire lors de l'équipe de suivi de scolarisation ou tout au moins avec le directeur de l'école. Et ce document, s'il est bien complété, il permet d'apprécier les besoins de compensation de votre enfant afin qu'il puisse suivre sa scolarité dans les meilleures conditions. Et là, c'est pareil, vous avez une rubrique qui est une rubrique à commentaires libres qui vous permet d'ajouter tous les renseignements que vous jugez utiles. Des renseignements sur la scolarité de votre enfant, sur sa vie au sein de l'école, sur les aides déjà mises en place, sur sa participation aux activités sportives extrascolaires. Il faut nous dire comment se déroule sa scolarité, sa vie à la maison de manière globale. Ce sont des éléments qui sont importants pour évaluer les bons droits, puisque la MDPH évalue les conséquences du handicap en fonction de l'environnement et attribue les droits qui permettent une compensation. Vous pouvez ensuite, dans la rubrique E, cocher les demandes de manière spécifique sans que ce soit obligatoire. Vous pouvez faire les deux. Alors, il y a une autre rubrique que je vous conseille de renseigner, c'est pas vous devez, elle permet en tant que parent et aidant de votre enfant de nous dire quel est votre investissement et ce que vous attendez, vous, en matière d'aide. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà, donc là, ce sont des précisions, c'est donc en fonction de ce que je viens de dire, donc la MDPH procède à une évaluation globale de votre situation, c'est-à-dire sans que vous ayez formellement à demander l'ensemble des droits. Et donc, on fait une évaluation globale et on attribue tous les droits qui correspondent à la situation. Donc, les pièces obligatoires, le formulaire de demande, un certificat médical bien complété, avec un bilan précis et un diagnostic de préférence. Inutile de joindre tous les bilans de votre enfant. Il suffit d'avoir un bilan précis, c'est suffisant. Un justificatif de domicile, la copie de la pièce d'identité, le jugement de mesure de protection, le cas échéant, et si l'enfant est scolarisé, le GEVASCO est à transmettre. Alors, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez, c'est une initiative que nous avons eue en Gironde concernant donc le dossier de demande. Nous avons fait une mini-série parce que nous avons constaté que les personnes étaient en difficulté pour compléter ce dossier. Donc, pour faciliter l'accès aux droits des personnes, nous avons, avec nos partenaires dans le champ de l'insertion professionnelle, nous avons effectivement produit cette mini-série
qui a été réalisée donc avec des comédiens professionnels. Alors, elle est libre de droit, donc vous pouvez l'utiliser lorsque vous avez au niveau associatif, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Donc, donc, vous avez le chemin effectivement pour y accéder. Je vais aborder le deuxième, voilà, les prestations pour les enfants, les prestations pour les enfants. Donc, sur l'allocation d'éducation de l'enfant, d'enfants handicapés AEH et ses compléments. Donc, c'est une prestation familiale qui est composée d'une allocation de base et de compléments. Donc, l'allocation de base elle est d'un montant de 130 € et ensuite, des compléments peuvent être ajoutés si effectivement vous êtes contraint à réduire votre activité professionnelle et si vous devez engager des frais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, il y a 6 catégories de compléments et qui vont de 100 à 1 100 €. Les frais s'agissant, donc les frais qui peuvent être couverts par les compléments AEH, il s'agit des ergothérapies, par exemple, pour l'apprentissage, lors de la mise à disposition de matériel pédagogique. Vous voulez bien poursuivre sur la prochaine diapo, s'il vous plaît? Alors, voilà, donc l'AEH, donc quelles sont les conditions d'attribution de l'AEH? Elle est attribuée donc aux jeunes de moins de 20 ans dont les taux d'incapacité sont évalués au moins à 80% ou un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%. L'AEH de base peut être attribué jusqu'aux 20 ans de l'enfant si le handicap n'est pas susceptible d'évolution. Ce n'est pas le cas des compléments qui sont soumis à des facteurs beaucoup plus conjoncturels. Donc, les compléments sont attribués entre 2 et 5 ans. Voilà. La prestation de compensation du handicap. Donc, c'est une prestation qui a été mise en place lors de la mise en place de la loi du 11 février 2005. C'est une prestation en nature. Elle est donc affectée à la couverture des besoins préalablement identifiés. Donc, on a de l'aide humaine, des aides techniques, l'aménagement du logement et du véhicule, ainsi que d'éventuels surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et les charges liées donc aux aides animalières. Alors, il existe entre la prestation de compensation et l'AEH, il y a effectivement un droit d'option. Il existe un droit d'option parce que ces deux prestations ne sont pas cumulables. Et effectivement, cette prestation, donc il y a une exception, c'est que l'on peut bénéficier d'une AEH de base et avoir droit à l'élément 3 de la PCH. Alors, la PCH, donc, sur les conditions d'éligibilité, c'est effectivement une difficulté absolue dans les actes essentiels ou deux difficultés graves. Alors, sur les conditions, donc, pour bénéficier de la PCH, donc, il faut être bénéficiaire d'une AEH de base. Et pour accéder aux éléments 1, 2, 4 et 5 de la PCH, le bénéficiaire donc, doit ouvrir droit à un complément d'AEH, remplir les conditions d'éligibilité de la PCH que je viens de vous citer et opter pour la PCH en remplacement du complément. Donc, effectivement, la seule exception du cumul des deux prestations est celle de l'AEH de base et celle de l'élément 3 qui est celui de l'aménagement de l'élément 3, donc qui est l'aménagement du logement et du véhicule. Alors, je vais compléter donc les propos effectivement de les propos concernant la scolarité de l'intervenante précédente pour les aménagements scolaires.
Donc, avec un déroulé, comment ça se passe? Donc, dès qu'on a un élève, dès que votre enfant est repéré en décalage scolaire, le directeur de l'école ou le chef d'établissement réunit une équipe éducative. L'équipe éducative, elle comprend les parents, l'équipe enseignante, les partenaires extérieurs concernés par la scolarité et l'enseignant référent du secteur. Je me permets d'insister sur l'enseignant référent, puisque dans chaque département, il y a un certain nombre d'enseignants référents, donc, qui sont des personnels de l'éducation nationale, mais qui font le lien entre les familles, la MDPH et l'école. Donc, c'est un interlocuteur central pour les familles. Alors, effectivement, donc, suite à cette équipe éducative, il y a constitution, donc normalement, constitution d'un dossier MDPH avec les documents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si il y a un accord de la MDPH, le droit est ouvert avec un projet personnalisé de scolarisation. Il est rédigé donc par les référents scolarité à la MDPH. Il est envoyé aux parents et à l'enseignant référent. Il précise les objectifs pédagogiques à suivre par les enseignants. Il liste les aménagements à mettre en place et il ajoute des préconisations si besoin. C'est un document qui s'impose à tous, c'est-à-dire il s'impose aux enseignants, et il s'impose à l'ensemble de la communauté éducative. Il s'impose à tous et donc il est constitué donc de ces préconisations et des objectifs pédagogiques. Alors, sur le projet personnalisé de compensation, donc il fait partie intégrante donc du plan de compensation de l'élève. L'équipe d'évaluation de la MDPH rédige le PPS sur les propositions de l'équipe de suivi de scolarisation. Le suivi des PPS est assuré par cette équipe de suivi de scolarisation qui se réunit une fois par an. Elle est composée des enseignants, de l'enseignant référent et des parents. Et donc, à partir du moment où le PPS est mis en œuvre, chaque année, il doit y avoir une réunion donc, de l'équipe de suivi de scolarisation pour faire le point sur les aménagements et, au besoin, modifier le PPS. Alors, donc les compensations scolaires qui peuvent être mises en œuvre. Donc, si le rythme d'apprentissage en milieu ordinaire est possible, on peut avoir une AESH, ex-AVS, mutualisée. C'est-à-dire que lorsqu'une AESH est mutualisée, la MDPH n'indique pas le nombre d'heures. C'est en fonction des besoins de l'élève. Et donc, la plupart donc maintenant des AESH, c'est une organisation en PIAL où effectivement donc l'éducation nationale gère donc un pool d'AESH qui effectivement peuvent intervenir pour plusieurs élèves. Mais il se peut que les difficultés soient plus importantes et dans ce cas-là, c'est une AESH individuelle avec un nombre d'heures d'accompagnement par semaine. Alors, ce qui peut être attribué, c'est le matériel pédagogique adapté qui peut être mis en place. Et pour ce faire, une AEH peut être attribuée pour prendre en charge les frais d'ergothérapie pour la prise en main de cet ordinateur. Parce que, comme le disait l'intervenante précédente, effectivement, ça ne va pas forcément de soi de prendre en main un ordinateur et votre enfant a besoin de l'appui d'un professionnel.
Alors, si le rythme d'apprentissage est décalé, est plus décalé de 2 ans, donc pour les enfants qui ne sont pas avant l'entrée en CP, ça peut être un maintien en maternelle sur laquelle la MDPH se prononce. Ça peut être une orientation en ULIS avec inclusion par classe d'âge pour certains apprentissages, hein, puisque l'ULIS c'est un dispositif, c'est pas une classe. Une orientation en SECPA, section d'enseignement général et professionnel, qui peut être prononcée. Donc, la MDPH se prononce pour les orientations en SECPA des élèves reconnus en situation de handicap. Et donc, si l'apprentissage n'est pas possible dans le milieu ordinaire, ça peut être une orientation vers un établissement ou un service médico-social avec différentes modalités de scolarité. Ça peut être une scolarité en interne avec un enseignant spécialisé au sein de l'établissement social ou médico-social. C'est une unité d'enseignement, une scolarité externalisée par l'enseignement spécialisé avec l'appui d'un indicateur. Donc, c'est une unité d'enseignement externalisée qui est implantée dans un établissement scolaire ordinaire, ou une scolarité partagée avec des temps de classe en ordinaire et des temps de classe en unité d'enseignement. Alors, également, donc ce qui est possible également, c'est les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, donc qui peuvent accompagner avec une scolarité en milieu ordinaire. Donc, pour 2 types d'établissements, des instituts médico-éducatifs ou des DITEP, avec des dispositifs intégrés thérapeutiques et pédagogiques, avec une particularité pour ce type de dispositif, puisque une seule notification de la CDAPH est nécessaire, sans que l'on ait, si vous voulez, ces différentes modalités d'accompagnement qui vont du plus léger au plus important, sans que les familles aient à ressaisir la MDPH. Alors, pour l'insertion professionnelle, l'insertion professionnelle du jeune peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un accompagnement par un opérateur de droit commun avec une notification MDPH. Alors, pour ces jeunes adultes, toute la question est de savoir si les rééducations ont permis de réduire les difficultés. Donc, si tel est le cas, finalement, l'intervention du service public de l'emploi avec une notification MDPH et une prestation spécifique peut suffire. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, cela peut nécessiter une allocation adulte handicapé pour aller vers l'emploi, pour accompagner vers l'emploi. En tout état de cause, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être attribuée. Il y a également donc depuis peu un dispositif qui s'appelle le dispositif de l'emploi accompagné, qui permet un accompagnement donc dans l'emploi, c'est-à-dire la personne est accompagnée dans l'emploi avec un étayage tout autour et qui lui permet finalement c'est une aide apportée à la personne et à son employeur, et ce qui lui permet d'intégrer une entreprise comme une entreprise du milieu ordinaire. Il y a également donc des dispositifs de formation en alternance avec l'apprentissage et des modalités de prise en charge spécifiques qui peuvent être actionnées via l'AGFIP et le FIPHP. Je vous dis juste un mot des recours. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision de la MDPH, donc il y a plusieurs voies de recours. D'une part, vous pouvez recourir à la conciliation, donc solliciter une conciliation, puisque les MDPH sont tenus de mettre en œuvre donc cette mesure. Ce sont des personnes qui ne sont pas salariés de la MDPH et qui interviennent donc qui interviennent avec des entretiens et qui effectivement proposent des solutions concernant ce désaccord. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le RAPO, le recours administratif préalable obligatoire. Donc, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une décision de la MDPH,
Et ensuite, effectivement, si à l'issue du rapport, vous contestez toujours la décision, il vous faudra faire un recours donc, devant le pôle social du tribunal de grande instance pour porter le litige. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je reste à votre disposition pour des questions. Alors, il y a une question qui est: peut-on faire un dossier MDPH sans accord de l'école, sans GEVASPRO, pardon? C'est un document impératif à joindre au dossier. Et donc, il sera très difficile d'évaluer les compensations nécessaires à mettre en place avec l'école. D'accord, merci. Et moi, ce que je vous recommande, c'est quand vous avez des difficultés, quand vous sentez que vous êtes en difficulté avec l'école, c'est de recourir à l'enseignant référent. Il y a un enseignant référent pour un certain nombre d'établissements scolaires et qui sont chargés du lien entre les familles, la MDPH et l'école. Donc, quand vous voulez constituer un dossier MDPH, le bon réflexe, c'est aussi l'enseignant référent. Bonjour. J'avais une question également concernant les heures attribuées par la MDPH. Enfin, si j'ai tout compris, la MDPH attribue ou non une AESH, individualisée ou mutualisée, mais c'est le PIAL qui répartit ce nombre d'heures parce que parfois, il y a un décalage entre les besoins de l'enfant et les moyens attribués à l'école entre les enfants à répartir au niveau horaire pour les AESH. Quand c'est comme ça, en tant que parent, on a quoi comme recours pour justement pouvoir faire valoir un petit peu au niveau de nos enfants quels besoins ils ont en termes de volume horaire, par exemple, pour une AESH? Alors, si c'est une AESH individualisée, le nombre d'heures est notifié. Vous l'avez dans la notification. Et c'est un nombre d'heures par semaine. Et quand il s'agit d'une AESH mutualisée, effectivement, c'est le PIAL qui répartit en fonction des besoins de l'enfant en fonction des besoins de l'enfant. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, effectivement, s'il s'agit d'une AESH mutualisée, le mieux, c'est effectivement de prendre contact avec le PIAL. D'accord. Bon, merci. Vous avez répondu à ma question, mais j'avais essayé de prendre contact avec le PIAL qui ne m'a pas contacté. Mais je vous remercie. À plusieurs reprises. Merci. Il y avait une autre question dans la salle. Alors, il paraît que j'ai reçu une question. Attends, Pauline. On termine sur la MDPH et ensuite tu pourras répondre à la question qui t'a été posée. Merci. Moi, c'est Pauline. juste savoir où est-ce que je peux aller retirer ce dossier pour monter le dossier. Alors, je peux vous répondre pour la Gironde, mais en principe, il est toujours téléchargeable sur les sites de la MDPH. Donc, ensuite, les MDPH ont une mission d'accueil, d'information. Moi, je vous conseille de vous renseigner sur l'accueil de votre MDPH. D'accord, merci. Et il est téléchargeable. Hein, il est téléchargeable en principe, il est téléchargeable sur le site de MDPH. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une dernière question dans la salle? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, mon garçon va avoir une AESH normalement à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'on a un support, que ce soit un fichier papier ou PowerPoint, quelque chose à lui présenter à cette dame pour qu'elle comprenne un peu le fonctionnement de nos enfants? Normalement, les AESH sont formés. Ensuite, vous avez le PPS. Normalement, le PPS fixe les objectifs pédagogiques et il s'impose à tous. Ouais, nous, c'est l'école qui nous a proposé une AESH, donc on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Là, je peux pas répondre. J'aurais du mal à répondre à cette situation particulière. Ok, merci.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Madame Delay, pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir pour nous expliquer le dossier MDPH qui est vraiment très, très complexe pour toutes les familles et de nous avoir apporté tout cet éclairage qui est vraiment important pour justement permettre des moyens de compensation pour les enfants et les adultes. Merci Je pense que les moyens de compensation s'agissant, ce qui est quand même assez important, c'est de savoir que vous pouvez bénéficier de l'AEH avec un complément pour prendre en charge les frais d'ergothérapie, je pense, et un certain nombre de rééducations, ça me semble assez important. Ensuite, sur la vidéo que nous avons faite, elle est très éclairante, et ça traite le dossier MDPH avec un peu d'humour. Bon, c'est pas mal. Donc, surtout, utilisez-la parce qu'elle est libre de droit. Donc, utilisez-la quand vous en avez besoin. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Delay. Et merci à vous. Merci à vous. Et bonne soirée. Au revoir, bonne soirée, madame. merci à vous. Au revoir. Au revoir.